Bonjour à tous. L'objectif de ce TP est d'implémenter une solution d'accès à une base de données distante. Cette base de données est gérée par MariaDB. Voici l'interface finale qu'on va développer. Donc là, on va fournir les informations concernant le login. Donc, ce sera admin. Le mot de passe, ce sera 1, 2, 3. Donc, bien sûr, là, je vais tester avec un mot de passe incorrect. Si j'appuie, donc je saisis un mot de passe incorrect, lorsque j'appuie sur connexion, il va m'afficher un alerte dialogue où est-ce que c'est mentionné qu'il y a un échec. Donc, si je donne 1, 2, 3, donc là, un bon mot de passe, il va me rediriger vers une deuxième interface. Donc, cette deuxième interface, donc, je peux lister l'ensemble des produits qui se trouvent dans la base de données. Voilà, donc là, un premier affichage, ça sera au niveau d'un text view. Et on aura un deuxième type d'affichage, donc au niveau d'un list view. Kiff là, je peux insérer de nouveaux produits. Donc, comme vous savez, lors de la conception de la base, on a choisi le ID comme étant auto-inclus. Donc là, la désignation, on va faire par exemple nono et je fais insérer. Donc, succès d'insertion. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur lister produits et on va voir là au niveau de list view que nono donc, a été créé et son ID est 11. Une fois que vous avez terminé l'installation de Xampp, donc on va lancer le panneau de contrôle de ce logiciel. Donc il contient les services là, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, etc. Donc nous on va utiliser le serveur Apache et on va lancer là, le MySQL à travers le bouton admin. Donc on va lancer l'interface de PHPMyAdmin. Donc bien sûr cette interface c'est elle qui va nous permettre de créer la base de données. Donc on va commencer par la création d'une nouvelle base de données. Donc on doit préciser là le nom de notre base. Elle s'appelle BNTech ProTVDB. Et ensuite on va appuyer sur le bouton créer. Donc une fois la base créée, donc on va créer maintenant les tables contenues dans cette base. Donc là on doit indiquer le nom de la table. Ensuite on va indiquer le nombre de colonnes dans cette table. Donc dans notre cas, ça sera 2 colonnes. Donc on va préciser le nom de la colonne. Donc je vais l'appeler ID. Je vais choisir le type int. J'ai coché là le auto-increment. Donc l'abréviation c'est A I. Donc c'est auto-increment. Ensuite on va ajouter un deuxième champ qui s'appelle désignation. Il sera de type varchar. Donc là on va préciser la taille de cette colonne, donc 255 caractères. Donc bien sûr là, le ID ce sera une clé primaire, primary key, et on a précisé que cette clé est auto-incrémentale. Donc comme vous voyez là, notre structure a été créée. Donc on a le ID et désignation. Donc on va insérer quelques enregistrements. Donc comme vous voyez là, le ID, c'est pas la peine de l'enregistrer parce que il est géré par le système de gestion de base de données. Donc on doit uniquement là ajouter la désignation. Donc si on appuie sur le bouton parcourir, donc on peut voir là la liste des enregistrements sauvegardés. Donc kiff là, je vais insérer un ensemble d'enregistrements pour valider mes tests par la suite.
Donc là, j'ai mes trois enregistrements. Donc là, j'ai mes trois enregistrements. Je vais créer une deuxième table. Et dans cette table, donc, je vais mettre les informations concernant les utilisateurs qui vont se connecter. Donc là, on aura besoin d'une colonne qui s'appelle login. Donc ce sera la clé primaire. Elle est de type varchar. La taille qu'on a choisie, c'est 50. Et on va sélectionner là, au niveau de l'index, que c'est une clé primaire. Ensuite là, la deuxième colonne. Donc ce sera password, mot de passe. Kiff là, le type, ce sera de type chaîne de caractères, varchar. Et le mot de passe, il ne doit pas dépasser, dans notre cas, les 50 caractères. Donc une fois on a terminé, on va appuyer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder la structure de cette table. Donc là, il nous demande de préciser le nom de la table. Donc on va l'appeler users. Donc là, vous voyez que la table a été créée. Donc on va insérer un enregistrement. Donc le login, ça sera admin et notre mot de passe, ça sera 1, 2, 3. Donc une fois on a créé notre base de données, on a créé les tables, on a inséré quelques enregistrements. Maintenant on va aller vers le dossier htdocs qui contient l'ensemble des dossiers qui seront par la suite des sites web ou bien c'est le conteneur de fichiers donc PHP qu'on va utiliser dans notre application. Donc là, au niveau de exemple, ensuite htdocs, j'ai créé un nouveau dossier, je l'ai appelé Bentech Pro TV. Ensuite, je vais créer un fichier qui s'appelle login.php et je vais faire je vais saisir quelques informations pour indiquer comment l'authentification sera réalisée au niveau du serveur. Donc comme vous savez là, c'est du code PHP, donc on va ouvrir la balise PHP. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle db. Et là, c'est l'abréviation de database et on va insérer là le nom de notre base de données. Donc Bentech Pro TV DB, ça c'est notre nom de la base. Donc on va déclarer maintenant une deuxième variable qui s'appelle user. Et cette variable elle va recevoir l'utilisateur ou bien l'information qui sera envoyée par notre application Android. Donc là c'est un paramètre de type post. Donc il sera envoyé par l'application Android. Kiff là, on a une troisième variable qui s'appelle pass et elle va recevoir le deuxième paramètre envoyé par l'application Android. Donc réellement, l'application Android, elle va nous envoyer le nom de l'utilisateur, ça veut dire son login, et son mot de passe. Je vais recevoir ces informations à travers la commande, la méthode post. Comme vous savez, post, donc elle va cacher ces informations et ils ne seront pas apparents au niveau de l'URL. Donc, une fois que je reçois ceci, donc, on va faire le traitement qu'on va détailler par la suite. Donc là, j'ai indiqué aussi une quatrième variable qui s'appelle host. Donc dans mon cas, j'ai saisi localhost, ça veut dire le poste local. Ensuite, on va essayer d'ouvrir une connexion avec notre base.
Donc notre cinquième variable, c'est $con, abréviation de connexion. Donc je vais lancer la fonction MySQL connect. Je vais lui passer donc le nom de l'hôte, ça veut dire localhost. Ce sont la route et j'invite là, c'est le login là, ou bien l'utilisateur qui se connecte sur le PHP Ensuite là, c'est le mot de passe. Par défaut, c'est un mot de passe vide. Mais ceci, c'est au niveau du développement. Par la suite, au niveau de déploiement de projet, donc il ne faut pas garder ces informations. Il faut changer le nom d'utilisateur et indiquer un mot de passe qui respecte les règles de l'art et qui soit difficile à détecter. Donc ensuite, on va passer le nom de la base de données. Donc if $, ça veut dire si la connexion a réussi. Donc si j'arrive à me connecter à la base de données qui se trouve sur localhost, donc dans notre cas qui s'appelle Bentech ProTVDB, donc on va lancer là, on va préparer plutôt la requête. Donc select étoile from users where login like, et je vais récupérer là le login envoyé par l'utilisateur qui est reçu au niveau du paramètre de la user. Donc select étoile from users where login like de la user entre deux codes parce que c'est une chaîne de caractères, and password like. Donc if là on va utiliser la variable de l'arpass et on va la mettre entre deux codes parce que c'est une chaîne de caractères. Donc comme ça on a préparé notre requête. Donc là je vais déclarer une nouvelle variable qui s'appelle résultat. Et résultat, elle va recevoir le résultat du lancement de notre requête. Donc comme d'habitude là, MySQL et je vais faire MySQL query. Donc je vais lui donner la connexion et la requête, donc notre query. Donc le résultat de la requête sera sauvegardé au niveau du résultat. Donc là, on va tester maintenant le curseur donc, de résultat. Le résultat est récupéré de la base. Si le nombre de lignes qui se trouvent dans ce curseur est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai bien réussi à recevoir un utilisateur qui a ce login et ce mot de passe. Donc, si je trouve le nombre de lignes supérieur à 0, ça veut dire dans notre cas est égal à 1, donc on va afficher le message success. Donc on va voir par la suite que ce message, c'est lui qui sera envoyé à notre application Android. Else, sinon, ça veut dire si je ne reçois pas de retour, ça veut dire que on n'a pas dans la base un utilisateur avec ce login et ce mot de passe, donc on va afficher échec. Donc une fois on a terminé avec le lancement de cette requête, donc on va fermer la connexion donc à travers la fonction MySQL close, donc je lui donne comme paramètre le nom de la connexion. Donc ça c'est le cas où on a réussi à ouvrir une connexion avec la base de données. Donc maintenant else, ça veut dire si je n'arrive pas à ouvrir une connexion avec la base de données, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais kiff là envoyer un message à travers la fonction echo et je vais indiquer qu'il y a un problème de connexion à la base. Donc là je ne vais pas utiliser les accents là pour éviter les problèmes de caractère là avec accent.
Donc là, on va indiquer qu'il y a un problème de connexion. C'est quoi les sources de ce problème? Ça peut être donc un arrêt au niveau de serveur HTTP Apache ou bien un arrêt au niveau du service de MySQL, hein. Donc comme ça, normalement, on a fini avec la partie PHP. Donc maintenant, on va créer le projet qui va communiquer avec cette tâche donc, de vérification au niveau de notre serveur. Donc là, on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler base distante. Donc ça sera comme d'habitude là, le langage Java. Et voilà, notre projet est généré. Donc là, on attend un peu que la partie Gradle finisse la construction. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers le manifeste, donc le dossier manifeste. Ensuite, au niveau du fichier Android manifeste. Donc ce qu'on va ajouter, c'est premièrement, on va indiquer qu'il faut ajouter la permission d'utilisation de Internet. Donc on va ajouter la commande uses permission. Donc et là, on va indiquer qu'on veut utiliser la permission de Internet. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'on veut connecter notre application Android à notre base de données à travers l'Internet. Donc là, je vais ajouter une deuxième activité. Donc je vais l'appeler produit activité. Donc la première activité, ce sera consacrée à l'authentification. Si j'arrive à m'authentifier, donc je vais faire une redirection vers la deuxième interface. Donc, comme d'habitude, donc on va commencer par la création de notre interface XML. Donc on va changer là le type de layout. On va mettre linear layout. Et là, on doit indiquer l'orientation que ce sera de type vertical. Donc je vais supprimer le text view là ajouté par défaut. Donc dans mon cas, j'aurai besoin d'un edit text. Donc au niveau de l'authentification, j'aurai besoin donc d'un edit text pour saisir pour que l'utilisateur puisse saisir là le login, et un deuxième edit text de type password, donc mot de passe. Donc normalement, si l'utilisateur tape les caractères, donc ça sera remplacé par des étoiles ou bien un caractère là, un symbole qu'on définit au niveau des attributs. Voilà. Donc à travers la propriété hint, je vais indiquer c'est quoi le rôle de ce edit text. Au niveau de la propriété ID, donc je vais donner le nom de ce contrôle, et ce nom, ça sera utile lors de la programmation au niveau du code. Donc là, par la suite, j'aurai besoin d'un bouton. Donc je vais l'appeler btn connexion. Et au niveau de la propriété texte, donc ceci c'est le texte qui sera apparent pour l'utilisateur final. Donc on va mettre connexion, ou bien connection là en anglais parce qu'on a mis login et password là pour respecter donc l'utilisation de du même langage. Donc au niveau du padding, donc je vais ajouter 10 independent pixels, donc je vais un peu isoler le contrôle et les éloigner un peu des bords de l'interface. Et on va essayer de mettre tout ça donc
au milieu, donc à travers la propriété gravity. Donc voilà, donc on va la centrer ses contrôles de manière verticale. Donc maintenant, on va aller à la partie code. Donc comme d'habitude, là, on va créer un ensemble de variables de type editText. Donc deux variables dans notre cas, on va les lier aux variables ou bien au contrôle au niveau de notre interface. Donc une fois on a fini avec le contrôle de type editText, donc maintenant on va créer une variable de type button. Donc btn connection, tiré par btn connection. Donc moi c'est exprès, je distingue entre les noms des variables que j'utilise au niveau du code Java de ceux qui sont au niveau du code HTML. Donc comme d'habitude là, je vais utiliser la fonction findViewById, je vais lui donner donc R c'est l'abréviation de resources, .id, .txtlogin, voilà. Donc pour le -txt password, donc on va faire un cast vers editText, donc une conversion du contrôle au niveau de XML vers un editText. Ensuite, donc à travers la fonction findViewById, je lui précise comme paramètre le r.id.txtpassword. Donc là, j'ai créé l'événement clic sur le Telebat PTN Connection. Donc en cas de clic, je vais vérifier là, je vais récupérer plutôt le texte login, donc le login saisi par l'utilisateur, et je vais le mettre dans la variable de type chaîne de caractères qui s'appelle user. Donc je vais déclarer une deuxième variable qui s'appelle pass, et elle va recevoir le mot de passe saisi par l'utilisateur au niveau de notre interface. Donc passwd là, voilà, donc est égal à text et password .getText .toString, donc pour convertir ce qui a été saisi en chaîne de caractères. Donc là, afin de faire cette connexion donc, entre notre application Android et la base de données, on aura besoin donc d'utiliser les tâches asynchrones. Donc c'est pour ça donc je vais créer une classe privée qui s'appelle BG, c'est l'abréviation de background. Donc c'est une extension de async_task. Donc c'est tâche asynchrone. Et cette tâche asynchrone, donc normalement elle reçoit trois paramètres. Donc string, la première c'est les paramètres, le type de paramètres d'entrée. Donc le void là c'est le type de mise à jour ou bien de update. Et le string final c'est pour le type de résultat. Donc dans notre cas on va recevoir des chaînes de caractères. Donc void ça veut dire qu'on ne va pas passer des valeurs au niveau lors de l'exécution. Et le dernier string c'est pour indiquer que le type de résultat sera de type chaîne de caractères. Donc là, je vais ajouter la fonction do in background. Donc ça veut dire ce qu'on va lancer là au niveau de notre
du lancement du processus en arrière-plan. Je vais là déclarer une variable qui est de type alert-dialogue. Kiff là, je vais indiquer, donc je vais créer une variable de type contexte. Là, donc, je vais créer un constructeur. Comme vous savez, le constructeur, il a le même nom que celui de la classe. Donc, ce constructeur, il reçoit comme paramètre un contexte. En fin de compte, l'utilisation ou bien le passage de paramètres du contexte est très important pour savoir le résultat. Donc, il faut le rendre à quel contexte, à quelle activité. Donc, on va générer là donc la méthode en pre-execute et en post-execute. En pre-execute, ça veut dire quelles sont les tâches qu'on va lancer avant le démarrage de la tâche en arrière-plan. Et en post-execute, ça veut dire une fois qu'on a reçu les résultats, quel traitement on va réaliser. Donc là, on doit supprimer là, le super, ça veut dire on ne va pas hériter de l'implémentation de cette méthode, donc on va l'implémenter de nouveau. Donc en pre-execute, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire avant le démarrage de la tâche en arrière-plan. Donc là, je vais créer une variable de type alert dialogue. Normalement, ce alert dialogue, c'est lui qui va nous afficher les informations concernant le déroulement de l'exécution du fichier PHP qu'on a développé tout à l'heure au niveau de notre dossier htdoc Bentech Pro TV au niveau de XAMPP. Donc c'est le dossier qui sera réservé à la présentation de sites web ou bien des actions qu'on va lancer sur la base de données. Donc là, au niveau de doing background, c'est-à-dire là, c'est la fonction qui va communiquer avec la tâche en arrière-plan. Donc qu'est-ce qu'on va lancer en arrière-plan? Donc vous voyez là, on a string, 3 points, ensuite strings. Donc string 3 points, là on appelle en Java, ce sont les arguments variables. Donc ils sont de type chaîne de caractères, je ne sais pas combien on aura de paramètres. Et la variable strings, là, avec le S en minuscule, c'est le nom de notre variable. Donc strings de 0, ça sera le premier argument, strings de 1, ça sera le deuxième argument, etc. Donc là, normalement, comme vous voyez ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle user qui va recevoir strings de 0. Ça veut dire que pass qui va recevoir strings de 1. Ça veut dire que lors de l'appel de cette tâche en arrière-plan, on doit fournir là deux paramètres, deux arguments. Donc là, au niveau du bouton connexion, on va déclarer une variable de type PG, ça veut dire de type tâche asynchrone. On va l'appeler background. On va l'instancier. Donc là, il faut faire attention au constructeur. Parce que normalement, lorsqu'on appelle la classe BG, au niveau du constructeur, on doit fournir le contexte. Donc pour récupérer notre contexte, on va utiliser pour le moment getApplicationContext. Ensuite, on va lancer la méthode execute, ça veut dire exécuter cette tâche asynchrone, et je vais lui donner deux paramètres.
Donc le premier, ce sera la variable user qui contient le login saisi par l'utilisateur, et la deuxième, ce sera passwd qui va recevoir le mot de passe saisi par l'utilisateur. Donc ceux qui sont passés au niveau de cette fonction execute, ils seront reçus là au niveau de strings de 0 et strings de 1. Donc une fois on a reçu donc le mot de passe et le login, donc là on aura besoin de savoir c'est quoi notre adresse IP. Donc pour ceci, il faut lancer le programme CMD. Ensuite, taper la commande ipconfig. Donc on voit là. Donc si on tape ipconfig, donc on aura là au niveau de l'adresse IPv4, comme vous voyez au niveau de carte réseau sans fil là, en bas de l'interface. Donc c'est ceci, cette valeur, cette adresse IP de type V4, c'est elle, donc l'adresse de notre serveur. Bien sûr, là, je vous rappelle que nous sommes en train de travailler sur un serveur local. Si vous avez un autre serveur, donc il faut savoir c'est quoi son adresse IP et la mentionner ici lors de l'appel, donc ou bien lors de la réalisation ou bien l'ouverture de la connexion. Donc je vais déclarer là une variable qui s'appelle constr. Donc là on va commencer avec la création de la chaîne de connexion. Donc connection string, on va créer une variable de type chaîne de caractères. Ensuite, donc on va saisir l'adresse, donc http ://. Ensuite là on va mettre l'adresse IP. Donc comme on a déjà mentionné, l'adresse IP est récupérée à partir de la commande ipconfig. Donc il faut chercher l'interface réseau et récupérer la valeur de l'adresse IP version 4. Ensuite là, regardez bien, on a ces deux points example htdocs. Donc ensuite, il faut accéder au nom du répertoire qui contient les fichiers PHP. Donc là, on va saisir là le nom du répertoire. Ensuite, on va écrire le nom de notre fichier login.php. Par le site, on va essayer de ouvrir une connexion vers cette adresse. Donc on va utiliser la classe URL. Donc hérite de java.net. Donc URL égale URL, je vais l'instancier avec le paramètre de chaîne de connexion. Bien sûr, si la classe n'est pas reconnue, donc regardez là, il y a une petite erreur qui peut être générée à partir de ça. Donc il faut appuyer sur add. Donc en cas de malformation de l'URL, donc on aura une exception qu'on doit gérer. Ensuite, on aura besoin d'une variable de type HTTP URL connection. Donc on va l'appeler HTTP. Donc là, on a mis entre parenthèses HTTP URL connection pour faire un petit cast, donc conversion. Et on va essayer d'ouvrir une connexion, donc URL open connection, pardon. Donc là, kiff, là, il faut faire attention, il faut ajouter un autre block catch en cas d'erreur de input-output exception. Ça veut dire si j'arrive pas à ouvrir une connexion vers cette adresse IP qu'on a donc mentionné tout à l'heure, donc au niveau de notre fichier donc login.php. Donc on va dire là mentionner que
Ce qu'on va faire maintenant, c'est un type de output, ça veut dire c'est une sortie, c'est l'application Android qui va envoyer des données au serveur Apache. Et dans notre cas aussi, il y aura un input, ça veut dire je vais envoyer des données et récupérer des données en résultat. Donc, premièrement, on va créer une variable qui s'appelle OPS, c'est Output Stream, c'est un flux d'envoi de données. Donc, on va l'envoyer dans un canal qui est ouvert à travers donc, le HTTP URL Connection. Donc, ce flux de output de sortie, donc on va créer une variable BufferWriter. Donc, un buffer, c'est une zone mémoire où est-ce qu'on va saisir les données qu'on va envoyer. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire là? Donc, comme vous voyez, ça sera des caractères de type UTF-8, donc de codification UTF-8, qui seront envoyés dans notre output stream, flux de sortie. Et on va écrire dans cette zone mémoire, donc, ou bien ce buffer, on va écrire des données. Donc, les données, dans notre cas, ce sera les arguments qui seront placés après le login.php. Donc, le premier mot-clé, c'est user. Ensuite, on va mettre égal. Par la suite, là, on va récupérer la valeur de la variable user qui a été envoyée par l'utilisateur, ça veut dire saisie par l'utilisateur de notre application Android. Et là, j'ai mis double E commercial. Donc là, c'est pour donner le deuxième paramètre. Donc le premier paramètre, comme on a dit, c'est user, égale la valeur saisie par l'utilisateur au niveau de login. Maintenant, c'est le mot de passe. Donc, il faut faire attention là, il faut que ce user-là, le nom, ça soit le même que celui indiqué au niveau du fichier login.php. Donc, il ne faut pas utiliser des noms différents, sinon on aura des problèmes à récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. Donc, toujours là, on va indiquer c'est quoi le type de codification. Kiff là, on va utiliser la codification UTF-8. Et on va coder là le mot de passe saisi par l'utilisateur au niveau de notre interface Android. Bien sûr, ces données ne seront pas apparentes au niveau de l'URL parce que la méthode qu'on est en train d'utiliser, c'est la méthode post. Donc ensuite, on va faire writer.write data. Donc on va écrire ces données dans le buffer. Par la suite, on va appeler la fonction flash. La fonction flash, son rôle, c'est de transférer les données qui sont dans le buffer, vider ce buffer et envoyer ces données dans le canal jusqu'à l'adresse de destination. Une fois donc on a écrit avec les données dans le buffer à travers la fonction write, ensuite on a envoyé ces données à destination à travers la fonction flash, on va fermer l'objet writer et maintenant on va ouvrir un canal de réception ou bien de entrée d'input. Donc on a appelé IPS, c'est input stream, donc un flux d'entrée et il va recevoir un flux, un canal d'entrée au niveau de la connexion qu'on a déjà ouvert.
qui est HTTP. Donc, par la suite, donc, on va créer une variable de type BufferedReader, ça veut dire un lecteur de buffer. Et on va essayer de lire les données qui sont reçues au niveau de notre buffer. Normalement, on a vu au départ que les données qui seront lues, ce sera les messages envoyés par le code qui se trouve dans le login.php, donc au niveau de la fonction echo. Donc, ça soit ou bien echo succès, donc on va recevoir ou bien la chaîne succès, ou bien la chaîne échec, ou bien problème de connexion. Donc là, BufferedReader, donc comme vous voyez là, j'ai indiqué c'est quoi le type de ce input stream, ce flux d'entrée. Et là, je vais commencer par la suite à lire le contenu qui sera reçu par l'application Android et qui sera envoyé bien sûr par le code qui se trouve dans login.php. Donc là, j'ai déclaré une variable qui s'appelle Lini, de type chaîne de caractères. Ensuite, je lui ai associé la chaîne vide. Et je vais faire lancer la boucle while tant qu'il y a des lignes, donc je vais essayer de récupérer ces lignes et de les mettre dans la variable result. Bien sûr, là, result est égal result plus ligne, donc je peux l'écrire aussi result plus égal ligne. Ça veut dire que je vais ajouter le contenu de ligne à la variable, donc à la fin de la variable result. Donc une fois j'ai terminé la récupération des lignes là, donc je vais fermer le lecteur de données, je vais fermer le flux d'entrée, je vais me déconnecter donc de la connexion HTTP. Ensuite je vais retourner la valeur donc de la variable result. Bien sûr ce retour là il sera intercepté au niveau de la fonction onPostExecute. Donc vous voyez que dans onPostExecute on a un paramètre d'entrée qui est de type string. Donc réellement ce s qui est de type string c'est lui qui sera donc la valeur de résultat qu'on a retourné au niveau de la fonction doInBackground. D'accord? Donc ce qu'on va faire là, au niveau de notre alerte dialogue, donc on va lui affecter un message qui est le S. Et on va tester là si ce message contient succès, d'accord, la chaîne succès qui a été saisie, bien sûr, envoyée par login.php. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une redirection vers la deuxième interface, bien la deuxième activité. Donc, comment on fait la redirection? Donc, on va créer là un intent, i, donc est égal new intent, donc on va faire l'instanciation. Et au niveau des paramètres, là, qu'est-ce qu'on doit mentionner? On doit mentionner là le contexte et la classe, le nom de la classe donc vers lequel on va faire la redirection. Donc dans notre cas, ce sera produitActivity.class. Donc par la suite, on va appeler la fonction startActivity. On va lui donner comme paramètre le intent, donc qui est dans notre cas i. Donc là, on va copier donc, notre adresse IP et on va la mentionner, on va la mettre ici. Bien sûr, chacun là, il doit vérifier c'est quoi l'adresse IP, donc obtenue par son routeur. Une petite remarque importante, que dans ce code, c'est exprès que j'ai mis quelques erreurs pour vous expliquer comment corriger ces erreurs et les tracer. Donc, on va voir comment trouver ou bien tracer les erreurs et comment essayer de les corriger. Comme vous voyez là, erreur missing return statement. Donc là,
on a un message là au niveau de la construction et il vous indique là le numéro de ligne qui est 106. Donc là, il faut qu'on fait une sortie là au niveau de result. Donc l'erreur là, c'est qu'il y a des zones au niveau de la fonction qui n'y a pas de retour. Donc c'est pour ça qu'on va mettre return en bas. Ça veut dire en cas de problème. Donc elle va retourner chaîne vite. Donc je vais essayer de lancer donc ma application. Vous voyez là, il y a encore des erreurs là. Ça veut dire que l'application elle crache lors de l'exécution et apparemment il y a un petit problème. Où est-ce qu'on peut trouver là les problèmes? Il faut voir là l'interface de l'onglet log4. Donc log4, regardez bien, il faut tracer les erreurs qui sont là et essayer de voir là. Donc regardez bien, lorsque je lance, voilà, l'application crash. Il faut bien lire ces informations. Il vous dit qu'il y a un pointage sur un objet nul. Null object reference. Donc dans la ligne 37. Donc c'est quoi le problème là? C'est que le bouton connection, donc on a implémenté la fonction click, mais on n'a pas fait la liaison avec le contrôle qui se trouve au niveau de l'interface XML. Donc ce qu'il faut ajouter, cette ligne, -bas btn connection, donc find view by ID, et normalement c'est bon maintenant. Voilà, donc jusqu'à maintenant, l'interface elle apparaît. Donc on va mettre admin. Et comme on a mentionné dans la base, là, on a écrit 1, 2, 3, c'était le mot de passe. Donc on va tester au démarrage là un mot de passe incorrect. Donc là, on a un arrêt brusque de l'application. Regardez, il y a des erreurs là, au niveau de log 4. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il faut monter en haut, il faut lire là. Donc Android Runtime, Fatal Exception. Et donc qu'est-ce qu'il y a ici? C'est au niveau de la ligne 53. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la ligne 53? Private class métier, etc. Donc, il faut bien lire là le message. On va essayer de monter un peu. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit là? You need to use a theme.app-compat theme. Donc, on va essayer une deuxième fois là. On va essayer avec les bonnes valeurs avant. 1, 2, 3. Connection. Toujours, il y a ce crash. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? Donc si on a ce type de problème, ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire un débogage. Donc il faut lancer le code step by step ou bien ligne par ligne pour savoir que l'erreur elle est déclenchée à quel niveau. Donc on peut tester là beaucoup de collections jusqu'à ce qu'on obtient donc normalement la bonne réaction du système. Donc toujours là il crache. Toujours là on a un problème au niveau de la ligne donc 112 et la ligne 53. Donc au niveau de l'affichage de l'alerte dialogue, là, le dépenchant, et la deuxième au niveau de la création et l'instanciation donc, de notre classe A5 Task. Donc c'est quoi le problème là? Il y a un problème qui vous dit theme.appcompat. Donc you need to use. Donc il nous indique quel thème là utiliser dans notre application. Donc moi je vais rediriger cette erreur sur l'onglet log. On lui ajoute là un tag.
On va le lancer. Maintenant, au niveau de l'enquête, on va faire là, au niveau de erreur, on va rechercher selon ce tag. Ah, regardez, très bien. Donc là, on a intercepté l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Clear text HTTP traffic to cette adresse, il est not permitted, ça veut dire n'est pas autorisé. Donc là, c'est quoi cette erreur? Il faut revenir au niveau de Android Manifest. Il faut ajouter l'option là qui dit qu'il faut autoriser donc l'utilisation de trafic HTTP clear text. Android 2.use clear text traffic. Donc on va essayer de lancer. Donc toujours là n'est pas trouvé, donc il faut faire attention là. Donc je vais réécrire ceci rapidement. Donc il est unknown pour le moment. Donc je vais effacer ce que donc le T en majuscule là, ça doit être en minuscule. Donc toujours là l'erreur est là. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut normalement réécrire ceci. Donc c'est bon maintenant. Donc on va faire admin 1, 2, 3. Toujours il y a un petit blocage. Donc c'est quoi le problème maintenant? Donc là on a résolu un petit problème. L'erreur n'existe plus là. Mais on a une autre erreur. Donc on a toujours le problème là de alert dialogue. Donc là, on revient à notre technique de traçage, de débogage, et on va le lancer étape par étape pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est quoi la source du problème? Donc on revient à notre interface, on va saisir donc les données d'entrée, le user et le mot de passe, ou bien le login et le mot de passe, connexion, et on va faire donc un lancement ou bien exécution ligne par ligne. Donc vous voyez là, j'avance ligne par ligne, c'est bien. Donc vous voyez là que j'ai ouvert là le flux de sortie, j'ai envoyé les données. Vous voyez là au niveau de la variable data, c'est égal user est égal admin et pass est égal 123. Jusqu'à maintenant c'est bon. Donc toujours j'avance. C'est bien donc l'envoi des données, c'est bien la fermeture. Maintenant je suis au niveau de l'entrée, c'est bien donc l'ouverture d'un flux d'entrée, c'est bien la lecture, c'est bien donc l'enregistrement là de la valeur. Je suis en train d'avancer là, étape par étape. Là, il y a une petite erreur là au niveau de la valeur retournée par le login.php. Il nous dit là qu'il y a une erreur dans result là, regardez, au niveau de la ligne 10. La ligne 10 au niveau de fichier là, login.php. Là, ça fonctionne et on a un problème là. Donc si on revient là, apparemment il y a une petite erreur là au niveau de la ligne 10, if MySQL numerals de result. Donc là, il faut bien lire les commentaires que la variable résultat n'est pas bien reconnue là. Pourquoi? Ah, résultat, donc il manque un A. Voilà, donc normalement maintenant c'est bon. Je vais lancer. Donc là, on va voir, là, c'est... On pense que peut-être c'est le problème du contexte.
c'est lui qui nous cause, c'est lui la source de ce problème. Donc là, on va le changer par main activity.10. Et le problème est résolu. Vous voyez? Donc le problème, c'était, effectivement, c'était le contexte. Donc on doit mentionner là que le résultat, l'alerte d'erreur, qu'il doit retourner son résultat vers l'activité, donc le contexte de l'activité main activity. D'accord? Donc c'est ça la correction de notre erreur. Donc vous voyez là que parfois on a des problèmes à trouver la bonne solution. Donc c'est bon là, échec. On va tester maintenant avec des données correctes. Normalement, si tout va bien, donc on sera redirigé vers l'activité de produit, donc et c'est bien passé. Donc comme ça, on a fini cette première partie. Juste là, il faut revenir là, on va retourner là, réinitialiser la situation du thème là par défaut. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est toujours en noir parce que moi, j'ai pas éliminé la modification de style au niveau de Android manifest.xml. Hmm. Donc c'est pas. Maintenant, il y a un troisième cas qu'on va voir. Donc on a vu que si on donne les bonnes informations, donc les bonnes informations de login mot de passe, donc il nous retourne succès. Si je donne donc un mauvais mot de passe, donc, ou bien un mauvais login va nous donner donc échec. Maintenant, on va essayer de arrêter donc Apache ou bien MySQL. On va voir là comment le système réagit. Mais normalement là, on doit récupérer la valeur de problème de connexion. Hein. Donc vous voyez là, état de connexion, warning. Donc là, aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusé. Et on a là, au niveau de ligne en bas, donc problème de connexion. Donc maintenant, je vais redémarrer le service MySQL et je vais voir donc comment le système il va se comporter. Voilà. Ainsi, on a terminé la première partie. Donc, dans cette première partie, on a appris beaucoup de choses. Comment créer une base de données distante. Donc, on a créé la base de données à travers PHP-MyAdmin. On a créé les tables. On a inséré quelques données. Ensuite, on a créé un fichier PHP, login.php, où est-ce qu'on a mis du code PHP pour se connecter à la base et récupérer donc le résultat de la requête select. Donc, on va vérifier est-ce que l'utilisateur avec le login fourni par l'application Android et le mot de passe, est-ce qu'ils sont corrects, est-ce qu'ils existent dans la table ou non. Donc si ça existe, donc on va retourner un message pour dire que succès, donc écho succès, sinon échec. Si on n'arrive pas à se connecter à la base, donc on va afficher ou bien envoyer à l'application Android le message problème de connexion.
Donc, comme ça, on a fini avec la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir comment lancer la requête insertion, la requête select, donc comment récupérer des données et les transférer sous format de JSON et les envoyer à l'application Android. Une fois reçu, donc on va apprendre comment faire le décodage de ces informations et les formater pour les afficher dans des contrôles de type TextView ou bien du type ListView.